Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bel été. Je suis heureux de vous retrouver sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler médiation avec Marie Albertini, associée chez PDGB. Ensuite, je recevrai Dominique Jacquemont, lauréate du NFT du Cercle Montesquieu, qui présentera sa direction juridique. Et enfin, je recevrai Simon Dubois, président de la FNUJA, qui évoquera les perspectives pour les jeunes avocats. On débute tout de suite cette émission avec Marie Albertini, associée de PDGB, avec qui on va parler médiation. Marie Albertini, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, qu'est-ce que la médiation ? Alors, la médiation, tout d'abord, c'est un mode alternatif de règlement des conflits ou des litiges, un marc, un marde, selon qu'on veut. Et c'est surtout un processus structuré par lesquels deux ou plusieurs parties vont tenter de parvenir à un accord amiable en vue de résoudre leurs différends et avec l'aide d'un tiers qu'elles ont choisi et qui est donc le médiateur, qui est à la fois impartial et indépendant. Donc, le médiateur, c'est un accompagnateur des parties pour les aider à trouver des solutions à leurs litiges. Ce n'est pas un expert, ce n'est pas un juge, il ne décide pas, il ne va pas, par exemple, trouver la cause d'un défaut de fabrication qui est à l'origine d'un litige. Et ce n'est pas non plus un négociateur ou un conciliateur, c'est-à-dire qu'il ne va pas négocier lui-même. Il va accompagner et aider les parties pour qu'elles trouvent elles-mêmes leur solution. Dans quel cas a-t-on recours à la médiation ? Alors, le champ est extrêmement vaste, puisque à l'exclusion de ce qui touche à l'ordre public ou des droits dont les personnes n'ont pas la disposition, tout différend, tout litige peut faire l'objet d'une médiation. On voit d'ailleurs que même pour les conflits internationaux entre États, il peut arriver qu'il y ait des médiateurs qui interviennent pour trouver des accords entre les belligérants. Et on voit aussi qu'il y a des médiateurs pour les soucis du quotidien, comme par exemple des médiateurs institutionnels qui sont comme le médiateur de la consommation. Alors, la médiation, soit elle intervient en matière, je dirais, conventionnelle, soit en matière judiciaire. En matière conventionnelle, c'est souvent parce qu'il y a dans un contrat une clause qui prévoit la médiation. Et donc, dans ces cas-là, en cas de différend, les parties vont actionner cette clause et la médiation va se dérouler. Mais ça peut être aussi, en l'absence de contrat, des parties qui ont un différend et qui décident, plutôt que de saisir directement un tribunal, de se tourner d'abord vers un mode de résolution différent qui est la médiation. Au plan judiciaire, c'est différent. Donc, quand le litige est déjà porté devant un tribunal, le juge peut inviter les parties à entrer en médiation, mais il ne peut pas les y contraindre, puisque la médiation, c'est essentiellement un processus volontaire. Dans quel cas ? Dans quel cas ? Dans quel cas le juge peut... Alors, j'y viendrai, c'est dans certains dossiers, tous les dossiers ne sont pas éligibles à la médiation, mais dans les dossiers où il perçoit qu'il y a des critères qui sont favorables à une médiation. L'autre chose que peut faire le juge, c'est décerner une injonction de rencontrer un médiateur pour que le médiateur explique ce que c'est que la médiation et pourquoi elle pourrait être intéressante pour les parties dans leur litige. Alors, on comprend mieux ce qu'est la médiation. Concrètement, comment ça se déroule ? Alors, si c'est une médiation judiciaire, il va y avoir une ordonnance qui va désigner le médiateur et souvent le nom est choisi en concertation avec les parties et donc le médiateur va accomplir sa mission, mener la médiation. Je reviendrai un peu sur les grandes étapes et à la fin de sa mission, soit il y a un accord, soit il n'y en a pas. S'il y a un accord, il informe le juge qu'il y a un accord, mais il ne dévoile rien ni de ce qui s'est passé en médiation, ni du contenu de l'accord, puisque le tout est confidentiel. Et s'il n'y a pas d'accord, la procédure poursuit son chemin. Quand c'est une médiation conventionnelle, quand on est arrivé à une solution, là, c'est les avocats qui vont rédiger soit un contrat, soit une transaction en fonction des cas. Alors, si on veut vraiment rentrer dans le cœur de ce que c'est la médiation, on peut dire brièvement et schématiquement qu'il y a 4 grandes étapes. La première étape, c'est celle où les parties vont exprimer leur position. Et donc là, l'objectif, c'est de parvenir à un accord sur les points de désaccord. Que les parties qui sont en présence soient d'accord sur ce elles ne sont pas d'accord. Ensuite, c'est la deuxième phase qui est souvent la plus longue et la plus complexe, c'est que les parties vont faire
part, on va faire émerger quels sont leurs besoins et leurs attentes qui n'ont pas été satisfaites et donc qui ont conduit au litige. Et si on arrive à ce que chaque partie reconnaisse les besoins et les attentes non satisfaits de l'autre ou des autres parties, eh bien, on va avoir des positions nouvelles qui vont s'ouvrir et on va pouvoir essayer d'élaborer une solution. Et c'est là où on rentre dans ce que j'appelle la troisième phase, qui est la phase créative, si l'on veut, où on va imaginer des solutions. Et enfin, la dernière phase, c'est celle de la mise en œuvre, c'est-à-dire de la rédaction de l'accord et de son exécution. Pour terminer brièvement, quels sont les avantages de la médiation ? Alors, je dirais que le premier avantage, c'est que la médiation fait entrer l'humain dans le litige, ce que ne peut pas faire un juge, ce que ne peut pas faire un tribunal. Donc, on va prendre en considération d'autres facteurs que des facteurs purement techniques ou juridiques. Ensuite, c'est un processus qui est complètement maîtrisé par les parties. Il faut qu'elles soient volontaires tout au long du process. Et c'est un processus qui est court par rapport à une procédure judiciaire, qui est plus économique qu'une procédure judiciaire, qui est totalement confidentielle, ce qui peut être un gros avantage aussi, notamment pour les entreprises. Et enfin, c'est un processus qui permet des solutions plus créatives qu'un jugement. Et quand on sait qu'entre 70 et 80% des médiations se terminent par un accord, on voit que c'est un outil qui est extrêmement efficace et qui est donc amené à se développer. On va terminer là-dessus. Merci Marie Albertini d'être venue présenter la médiation. Merci à vous. Vous êtes toujours dans Lex Inside sur Décideur TV. Je suis en compagnie de Delphine Jacquemont, directrice juridique du groupe Mersenne, avec qui on va parler du prix NFT du Cercle Montesquieu qu'elle a reçu. Delphine Jacquemont, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors vous êtes lauréate du NFT du Cercle Montesquieu qui donne une adhésion à vie à l'association des directeurs juridiques. Quelle est votre réaction ? Ma première réaction, Arnaud, quand on m'a annoncé que j'avais reçu un NFT, a été l'étonnement. Un NFT, mais pourquoi faire ? À vrai dire, je n'avais qu'une idée très vague de ce que c'était. Dans ma tête, c'était juste un objet virtuel à la mode. Et puis, quand j'ai appris qu'il s'agissait en fait d'une cotisation à vie au Cercle, j'ai compris que ce n'était pas aussi virtuel que cela. Évidemment, ce n'est pas anodin de la part du Cercle d'avoir choisi d'offrir ce prix sous forme d'un NFT. Je dirais même que c'est presque un acte militant, un symbole en tout cas, le symbole du juriste innovant, du juriste digital. On le dit beaucoup, sans cesse, même depuis plusieurs années, le juriste doit s'intéresser aux évolutions qui impactent de près ou de loin son entreprise, y compris les évolutions technologiques. Et c'est pour deux choses, pour être capable d'anticiper les risques, évidemment, mais aussi pour saisir les opportunités que ces évolutions lui apportent. Alors c'est devenu une réalité dans beaucoup de nos entreprises. Il suffit de voir tous les outils numériques que les directions juridiques ont déployés et qui sont aujourd'hui devenus indispensables à leur fonctionnement. Alors parlons un peu de votre direction juridique. Comment est-elle organisée ? Alors je vais d'abord vous présenter le groupe Mersenne qui est peu connu du grand public. Mersenne est un groupe industriel français né à la fin du XIXe siècle. L'une des toutes premières usines était en Lorraine, donc le groupe s'est longtemps appelé Carbone Lorraine avant d'être baptisé Mersenne en 2010. Aujourd'hui, c'est un groupe mondial qui compte à peu près 7000 salariés dans 35 pays, qui fait près d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, dont plus de 90% hors de France. Mersenne conçoit et fabrique des produits très techniques, essentiellement deux catégories de produits, des matériaux, comme le graphite ou des céramiques, et des composants électriques comme des fusibles, des convertisseurs de puissance. Donc ce sont des produits le plus souvent faits sur mesure, avec beaucoup d'innovation, pour des applications industrielles très variées. Pour citer quelques exemples, Mersenne est présent dans les industries aéronautiques, ferroviaires, chimiques, mais aussi dans plusieurs industries qui sont en plein boom en ce moment, comme les semi-conducteurs, les véhicules électriques et les énergies renouvelables. Alors, pour en venir à la direction juridique, elle est organisée autour de 3 fonctions. Corporate assurance, contrat litige et fiscalité. Et nous sommes 6 dans la direction juridique sur tout le périmètre mondial du groupe. Donc vous êtes organisé autour de 3 fonctions. Quelles sont les problématiques que vous traitez ?
Alors les problématiques sont très diverses à l'image du groupe. Il y a tout d'abord des problématiques corporate, avec la gestion de Mersenne, qui est une société cotée, la gestion de nos 80 filiales réparties dans nos 35 pays, la gestion d'un portefeuille d'environ une 50aine de marques, la gestion du programme d'assurance du groupe, le renouvellement des polices. Et vous pouvez imaginer que dans le contexte chahuté des dernières années, les renouvellements n'ont pas été une sinécure. Il y a aussi les problématiques contractuelles. Mersenne, notre équipe juridique négocie les contrats avec les clients, avec les fournisseurs, avec les distributeurs. Nous devons jongler avec des droits différents, très multiples, avec des standards contractuels également très différents, puisque on ne négocie pas de la même façon avec un client du secteur automobile, du secteur aéronautique, comme on négocie avec un client du secteur de la chimie. Les enjeux et les attentes ne sont pas les mêmes. Pour vous donner un exemple, parmi les problématiques contractuelles auxquelles nous sommes confrontés, il y en a une que je trouve particulièrement intéressante. Il s'agit de la protection du savoir-faire. En fait, c'est une tendance récente que nous constatons. Les négociations se crispent de plus en plus sur les clauses de propriété intellectuelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure en présentant Mersenne. Mersenne vend des produits très techniques avec beaucoup d'innovation. Et certains de nos partenaires demandent des droits étendus sur cette innovation. Et donc, il s'agit pour la direction juridique de faire la part entre ces demandes plus ou moins légitimes et la nécessaire protection de notre savoir-faire. Et je trouve cette évolution intéressante car elle montre que dans un monde où conserver sa technologie est devenu vraiment un enjeu crucial pour les entreprises, le juriste a une responsabilité de plus en plus grande. Parce qu'une clause de propriété intellectuelle négligée ou mal ficelée, et c'est potentiellement tout un business qui peut être perdu. Bien sûr. Pour terminer, comment vous définiriez-vous votre rôle en tant que directrice juridique ? Alors, j'ai un rôle, je crois, assez classique de directeur ou de directrice juridique, mais je voudrais insister sur deux dimensions qui sont celles en fait que j'aime le plus dans mon rôle. La première, c'est d'être le partenaire de la direction générale, le partenaire du management des business units, pour les conseiller, les accompagner, les sécuriser bien sûr, mais aussi pour apporter des solutions. En fait, on cantonne encore beaucoup le directeur juridique dans un rôle de gardien du temple. Alors, c'est très important. L'un des rôles du directeur juridique, c'est évidemment de diffuser la culture de conformité juridique au sein de son entreprise. Mais ce n'est pas tout. Le droit, en fait, est une ressource, et une ressource immense. Et pour moi, le rôle du directeur juridique, c'est aussi d'exploiter au maximum cette ressource pour créer de la valeur pour son entreprise. Par exemple, lorsqu'on développe des arguments juridiques pour préparer une négociation, pour préparer un contentieux. Et le deuxième aspect ? Et la deuxième dimension, celle qui me stimule aussi tous les matins, c'est le management. Faire grandir les collaborateurs, leur donner les moyens d'agir, donner du sens et de la visibilité à leur action. Alors j'ai la chance d'avoir une équipe super, très engagée, compétente, très responsable aussi, très solidaire, ce qui est essentiel compte tenu de la diversité des sujets et de la charge de travail. Donc c'est un vrai plaisir au quotidien et en tout cas une belle aventure humaine. On va conclure là-dessus. Merci Delphine Jacquemont d'être venue sur le plateau de Lex Inside. Vous êtes toujours dans Lex Inside, je suis en compagnie de Simon Dubois, président de la FNUJA. Simon, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors vous avez été élu à la tête de la FNUJA. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Pour moi, à titre déjà individuel, ça représente la continuité d'un engagement au service de la profession. Donc après avoir prêté serment, j'ai adhéré à l'Union des jeunes avocats de Paris. J'en suis devenu le président dans la continuité. Et puis donc après cette présidence de l'Union des jeunes avocats de Paris, j'ai intégré le bureau de la FNUJA, d'abord en tant que premier vice-président de Simon Wawrinski, que vous avez eu la gentillesse d'accueillir l'année dernière, et désormais en tant que président depuis le mois de juin.
Revenez aussi sur votre parcours d'avocat. Alors, je suis avocat en droit public, plus spécialement en droit public des affaires. J'ai été collaborateur dans des cabinets d'affaires parisiens. Et puis, après 3 années de collaboration, j'ai pris la décision de m'installer et de monter le cabinet Dorian Avocat, au sein duquel, aujourd'hui, je suis associé avec Nils Bernardini. Alors, revenons sur la FNUJA. Quelles ont été vos premières actions et quels sont les projets que vous voulez porter au sein de la FNUJA? Alors c'est vrai que l'élection s'est inscrite dans un calendrier un peu particulier puisqu'on était en plein dans les États généraux de la justice. J'ai souhaité dans un premier temps vraiment, et j'avais déjà commencé en tant que premier vice-président, à ce que la FNUJA contribue collectivement à la réflexion menée sur les sujets. Donc une des premières actions de cette année 2022, donc entre les 2 mandats, ça a été de permettre à la FNUJA de contribuer aux États généraux de la justice. Et puis après, ça a été d'enchaîner les assemblées générales au CNB, d'assurer la représentation de la FNUJA dans toutes les instances, de rentrer tranquillement en fonction pour pouvoir commencer la rentrée de septembre sur les chapeaux de roue. Est-ce qu'il y a des sujets de préoccupation? On voit que la bâtonnière de Paris a évoqué l'avocat en entreprise. Ça fait partie des sujets que vous suivez, par exemple? Ça fait partie des sujets qu'on suit, ça fait pas du tout partie des sujets qu'on envisageait de traiter cette année. En ce qui me concerne, j'avais plus particulièrement insisté sur la nécessité de prendre à bras le corps des sujets qui pour moi sont prioritaires. On assiste aujourd'hui à une désertification des collaborations dans certains territoires. On ressent un besoin de repenser la collaboration, de permettre aux collaborateurs et aux collaborants de se doter d'instruments d'enrichissement en fait de leurs relations. Déjà pour permettre aux collaborants d'imaginer son collaborateur peut-être comme l'un des futurs associés de son cabinet, ou en tout cas lui transmettre les ficelles du métier, lui permettre de s'installer, de s'associer, et pour le collaborateur de lui permettre lui aussi soit d'envisager une installation par ailleurs, ou de continuer en tant qu'associé au sein du cabinet. Et donc on a tout un tas de sujets sur lesquels on souhaite faire avancer la profession. Je pense notamment à la rémunération de l'apport d'affaires. Je pense au développement aussi de ce qu'on appelle l'association en industrie, ce qui permettrait à des collaborateurs de devenir associés en apportant un savoir-faire, des compétences, sans nécessairement devoir apporter de la trésorerie que la plupart du temps ils n'ont pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai appelé et ce que j'appelle avec le bureau, et ce sur quoi je souhaiterais qu'à la FNUJA on travaille, c'est le parcours collaborateur pour ensuite le porter dans les instances représentatives de la profession et notamment au CNB. Au-delà de cette question, de quelle manière souhaitez-vous faire entendre la voix des jeunes avocats? La FNUJA, déjà depuis la prise de mandat, a à cœur d'être écoutée, d'être entendue par les acteurs publics, par les acteurs de la profession. J'ai souhaité, avec chacun des membres de mon bureau, rencontrer ces différents acteurs, donc le président Jérôme Gavaudan du Conseil national des barreaux. J'ai rencontré hier Bruno Blanquer, le président de la conférence des bâtonniers. J'ai eu un entretien aussi avec la bâtonnière de Paris, Julie Couturier. Et puis, on souhaite aussi, on le fait depuis le mois de juin, être entendu par différents conseillers de ministres. Je pense notamment aux conseillers, au cabinet d'Éric Dupond-Moretti. On a également été reçu par le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Donc voilà, on souhaite continuer, pérenniser cette présence de la FNUJA vis-à-vis des acteurs publics, mais aussi au niveau de la profession. On va conclure là-dessus. Merci Simon Dubois d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.